Dans cette capsule, on va s'intéresser aux troubles de l'extabilité supraventriculaire, les extrasystoles supraventriculaires, les tachycardies supraventriculaires à l'étage atrial. On va commencer par l'extrasystole supraventriculaire. En fait, une extrasystole supraventriculaire est un battement prématuré. Généralement, elle a une faible valeur sémiologique car elles sont fréquentes et observées de façon physiologique, ne constituent pas un élément pathologique en elles-mêmes, mais peuvent être un indice de la présence d'une cardiopathie ou une pathologie extra-cardiaque. Donc, dans l'haltérosujet, quand on va rédiger le compte rendu en cas d'hyperextabilité à l'étage atrial, donc on va s'intéresser à décrire ces extrasystoles supraventriculaires. Donc ici, on doit préciser est-ce qu'il y a le siège auriculaire ou jonctionnel de cette extrasystole supraventriculaire. Par exemple, on voit ici l'activité sinusale avec une morphologie de lampe bifide. Et après, il y a un battement prématuré avec une morphologie de l'activité atriale nettement modifiée par rapport à l'activité sinusale avec un allongement de PR. Et là, on peut parler d'une extrasystole supraventriculaire auriculaire. Dans cet exemple aussi, on va repérer l'activité sinusale auriculaire. Et au quatrième battement, il y a une activité ventriculaire non précédée par une onde P qui est prématurée. Et là, ça peut cadrer avec une extrasystole supraventriculaire jonctionnelle très probablement. Dans cet exemple, le premier QRS il est précédé par une activité auriculaire a priori sinusale, le deuxième aussi. Après, il y a une activité à l'étage atrial prématurée et donc on a une morphologie de lampe P qui est modifiée par rapport à lampe P sinusale. Et aussi, il y a une activité ventriculaire très précoce et avec des ventriculaires identiques au ventriculogramme sinusal. Donc, il y a en même temps une extrasystole supraventriculaire auriculaire, une extrasystole aussi supraventriculaire jonctionnelle qui décharge à peu près en même temps et ça donne cet aspect d'une lampe P, d'une activité atriale plutôt collée au ventriculogramme. Là, on va voir ensemble des tracés d'haltérosujet. On va essayer de décrire cette hyperextabilité à l'étage atrial. Donc, sur ce tracé, on voit bien d'une activité supraventriculaire prématurée. On voit bien une activité auriculaire modifiée de l'activité sinusale. Et donc, elle est isolée. On voit c'est une extrasystole supraventriculaire auriculaire isolée. Il y a une remarque, on peut toujours l'utiliser dans notre description. Si on voit bien l'espace RR l'espace RR juste avant l'extrasystole, et ici on calcule l'espace RR', c'est-à-dire R', le ventriculogramme qui suit l'extrasystole, et R', c'est pour le ventriculogramme suit qui suit la reprise de l'activité sinusale. On voit bien si on fait le compte 554 et là on a 414 et 703, c'est à peu près le double. On peut parler d'une extrasystole supraventriculaire auriculaire avec un repos compensateur. Là, sur cet exemple, on voit plutôt un doublé d'extrasystole supraventriculaire. Donc, il y a deux extrasystoles supraventriculaires et après, il y a qui décale l'activité sinusale et elle reprend avec un certain retard. On voit bien l'élargissement de l'espace R', par rapport aux RR classiques. Donc, ce doublé d'extrasystole supraventriculaire, il décale l'activité sinusale juste après. Là, c'est un lambeau d'extrasystole supraventriculaire. Donc, c'est un lambeau, on voit bien que l'activité est prématurée ici. Et après, il y a le déclenchement de ce lambeau. Et après, la reprise de l'activité sinusale juste après ce lambeau.
Juste une remarque pour faire la différence entre extrasystole et un battement une extrasystole, une extrasystole et un échappement. Donc, juste pour ça, c'est l'activité c'est un doublé d'extrasystole supraventriculaire et celui-là, c'est un échappement. On va le comprendre sur cette diapositive. Donc, on est d'accord que l'extrasystole, c'est un battement prématuré. Donc là, c'est l'activité sinusale. On attend une activité sinusale à ce niveau. Et là, c'est un battement prématuré. Et déjà, il décale l'activité sinusale juste après. Là, donc l'activité sinusale, elle est attendue ici. Donc, il y a il n'y a plus cette activité sinusale à ce niveau. Plutôt, il y a un foyer ectopique qui prend le relais à cause d'une certaine dysfonction sino-atriale. Donc là, c'est un échappement. Donc, si vous voulez, l'extrasystole, c'est un battement prématuré. L'échappement, c'est un battement de suppléance, c'est-à-dire lors d'une absence, le foyer de décharge classique, le pacemaker, défaut de fonctionnement du pacemaker du cœur. Donc, cet échappement jonctionnel ici, et ça, c'est une extrasystole jonctionnelle. Donc là, sur cet exemple, on voit bien l'activité sinusale qui est assez régulière. Après, il y a une certaine dysfonction sinusale. Normalement, c'est attendu l'activité sinusale ici. Il y a un foyer de suppléance à l'étage atrial qui prend le relais. Ça justifie que l'activité atriale nettement modifiée par rapport à l'activité sinusale. En pratique, donc on va plutôt dans le logiciel de CardioScan qu'on va l'utiliser fréquemment lors de cette formation. Donc on voit bien que la première interface, c'est lorsqu'on va cliquer sur le patient, on va trouver cette interface. Donc il y a plusieurs signés sur cette interface. On commence par famille. Et là, on va voir les différentes familles, pause, extrasystole ventriculaire, supraventriculaire. Nous, on va s'intéresser plutôt à l'hyperextabilité à l'étage atrial. Donc là, on va cliquer sur l'une des familles et là, on va tomber sur différentes familles qui sont classées de façon automatique. C'est à nous d'accepter ou de rejeter cette famille. Comme on a dit tout à l'heure, l'extrasystole supraventriculaire, généralement, il y a une conduction ventriculaire et avec une conduction intraventriculaire qui est assez préservée. Donc, généralement, des QRS qui sont fins et qui ressemblent au QRS normal. Mais on peut trouver une aberration de la conduction et ça peut expliquer un élargissement de QRS. Elle peut mimer, dans ce cas, l'extrasystole ventriculaire. Comme dans cet exemple, on voit bien que l'activité sinusale, après il y a une activité prématurée avec une morpho à l'étage atrial et avec un QRS qui est assez large. Donc on peut d'ailleurs de façon automatique la lecture automatique il a considéré comme extrasystole ventriculaire. On voit bien la couleur verte qui correspond à l'hyperextabilité ventriculaire, alors qu'en réalité, c'est une extrasystole supraventriculaire avec aberration de la conduction. D'ailleurs, on peut deviner une activité atriale juste avant les ventriculogrammes élargis. Et là, il faut faire la part des choses entre extrasystole ventriculaire et extrasystole supraventriculaire avec aberration de la conduction. Donc, comment comprendre cette aberration de la conduction? On sait tous qu'il y a la branche droite et la branche gauche qui assurent la conduction intraventriculaire. On sait bien aussi que la période réfractaire de la branche droite, elle est nettement plus longue que celle de la branche gauche. Donc, quand il y a un battement prématuré, on peut observer que la branche droite, elle est toujours en période réfractaire. Elle n'est pas excitable et donc ça va causer une aberration de la conduction généralement avec une morphologie de bloc de branche droit. Ça, on l'appelle le phénomène d'Ashman.
Donc, comme dans cet exemple, donc au niveau du deuxième canal, c'est qui est exactement en V1. Donc, on voit bien une morphologie type bloc de branche droit. Donc, l'extrasystole, elle va passer avec les supraventriculaires, va passer avec aberration de la conduction, c'est-à-dire la dépolarisation ventriculaire, elle est assurée de façon, elle est assurée par la branche gauche et ça va donner un aspect de bloc de branche droit. Cette aberration peut se continuer sur les autres QRS qui suivent. Et donc, on va parler dans ce cas d'un autre phénomène, d'une certaine conduction cachée. On va la comprendre sur la diapo. Donc, pour l'extrasystole, la première extrasystole avec aberration de la conduction, c'est le phénomène d'Ashman. On sait bien que c'est à cause que la branche droite reste en période réfractaire absolue et la branche gauche, elle conduit. Donc, ça va donner un aspect de bloc de branche droit. Le deuxième phénomène que cette aberration va persister sur le QRS qui suivent, quand on le voit sur la deuxième partie de tracé, en fait, quand ça va conduire au niveau de la branche gauche, il y aura une certaine conduction cachée à travers la branche gauche jusqu'à la branche droite qui va rester en période réfractaire et lors d'un passage de l'activité atriale, elle va retrouver toujours la branche droite en période réfractaire et donc on retrouvera toujours dans le QRS qui suivent cette aberration de conduction type bloc de branche droit. Sur ce schéma, donc quand l'activité électrique va passer de façon préférentielle au niveau de la branche gauche qui est en dehors de la période réfractaire, et que la conduction sera bloquée au niveau de la branche droite car elle est en période réfractaire, il y aura une certaine conduction cachée, là représentée par ce flèche bleue à travers la branche gauche jusqu'à la branche droite, donc il va être dépolarisé. Donc quand il y a une extrasystole supraventriculaire qui va repasser, donc elle va la retrouver en période réfractaire, on va passer toujours au niveau ventriculaire avec cette aberration type bloc de branche droit, car la dépolarisation ventriculaire est toujours assurée par cette branche gauche. Deuxième partie, dans la description toujours de cette hyperextabilité supraventriculaire, on va s'intéresser de cette charge de extrasol supraventriculaire. C'est pas comme la charge de extrasol ventriculaire, mais ça peut nous aider pour dire qu'il y a une hyperextabilité manifeste à l'étage atrial ou ventriculaire. Classiquement, c'est au-delà de 100, c'est-à-dire au-delà de 100 extrasol supraventriculaire par heure. On commence à dire que quand même cette hyperstabilité elle est là à l'étage atrial, elle n'est pas négligeable. Donc là, pour calculer la charge, on va passer à le signer tableau. Donc on voit bien les extractions supraventriculaires. Le comptage tout au long de l'enregistrement, c'est 2293 dans cet exemple. Et le nombre de QRS, c'est 114 000. Donc 2000 pour sur 114 000, c'est quand même, c'est pas une activité hyperextabilité à l'étage atrial aussi manifeste. Donc elle est euh, euh, on peut ne pas continuer d'observer et ne pas traiter. Donc, toujours dans la description de cette hyperextabilité à l'étage atrial, on a dit qu'on va décrire des extrasystoles supraventriculaires isolés ou regroupés en doublé ou en triplé ou répartition bigéminisme ou trigéminisme avec repos compensateur ou décalante. Donc, on a parlé de la charge d'extrasol supraventriculaire, malgré qu'il n'y a pas vraiment un vrai impact de cette charge sur le plan pratique. Donc là aussi, on va s'intéresser de cette répartition de cette hyperextabilité supraventriculaire et toujours avec le logiciel CardioScan. Donc on peut voir dans la partie histogramme cette répartition des extrasystoles supraventriculaires. Donc là, en haut, c'est le tachogramme de fréquence, le segment ST, l'extrasystole supraventriculaire et après l'extrasystole supraventriculaire.
Donc on voit bien que cette extrasystole, le nombre d'extrasystoles par heure, ici c'est le début d'enregistrement. Et là, on a commencé l'enregistrement vers 10 heures du matin. Et là, on sait bien que c'est la partie nocturne. Et tout ça, c'est la partie diurne avec le début de la journée et la fin de l'enregistrement pour l'enregistrement de 24 heures. Donc là, les extrasystoles, on voit bien ici qu'il y a un certain nettoyage de cette hyperextabilité supraventriculaire nocturne et ça cadre bien avec la période d'endormissement où le parasympathique prédomine. Et là, ça peut nous aider éventuellement en cas de charge importante de dire que les bêta-bloquants pourraient être efficaces pour traiter cette hyperextabilité supraventriculaire. Aussi, toujours dans la description de cette hyperextabilité supraventriculaire, le fait qu'il y a une exacerbation nocturne nous fait penser qu'il peut s'agir d'un syndrome d'apnée de sommeil jusqu'à là méconnu et ça nous pousse de calculer les porphyres et éventuellement de faire le dépistage avec une polygraphie et de faire le diagnostic avec la polysomnographie. Maintenant, on va passer aux tachycardies supraventriculaires. Donc, juste cette diapo pour dire que les tachycardies supraventriculaires, il y a beaucoup de familles. Il y a les tachycardies supraventriculaires régulières. On va parler de flotteurs atriaux, les macro-réentrées, éventuellement, ismodépendants. On va parler aussi de tachycardie atriale par réentrée ou par automatisme. On va parler aussi de tachycardie sinusale inappropriée. On va laisser tout ce qui est tachycardie jonctionnelle euh, pour, euh, pour notre collègue Mariam Jeb. Je pense qu'elle va faire plutôt la partie d'hyperstabilité supraventriculaire, les tâches jonctionnelles. Donc c'est elle qui va s'intéresser à tout ce qui est tachycardie jonctionnelle. Les tachycardies irrégulières, principalement la fibrillation auriculaire, on va la traiter de façon brève sur cette présentation. Peut-être qu'on va consacrer pour elle toute une présentation. Donc, les tachycardies sinusales, donc il y a une accélération du rythme cardiaque provoquée par une suractivité du sinus. Donc, généralement, les tachycardies sinusales, donc avec un début progressif et une fin progressive. Euh, généralement, elle est secondaire à la réponse nerveuse et humorale de tonus sympathique. Donc, généralement, il y a une accélération de la fréquence cardiaque secondaire à la réponse nerveuse. Puis, cette accélération sera beaucoup plus manifeste puisque la réponse humorale va se joindre à la réponse nerveuse de tonus sympathique. Et après, il y a à l'arrêt de l'effort, il y aura l'arrêt de cette réponse nerveuse, donc la décélération de la fréquence cardiaque et la réponse humorale qui va prendre un peu plus de temps et donc il y aura cet arrêt assez progressif de la fréquence cardiaque, accélération progressive, décélération progressive. On le voit bien sur cet exemple, donc là c'est 20 heures 2 minutes, 22 secondes. Donc on voit bien que l'accélération de la fréquence cardiaque à 35 secondes, elle commence à s'accélérer de façon progressive. À 52 secondes, donc elle est nettement plus rapide, donc il y a une accélération assez progressive. Et là, cette accélération à 4 minutes, donc il est en train de faire l'effort, donc elle va persister. L'accélération elle est beaucoup plus manifeste, surtout avec la réponse humorale qui va se joindre à la réponse nerveuse. Après, il y aura cette décélération qui est progressive et on va retrouver la fréquence de base. Donc accélération progressive, décélération progressive. On peut le voir sur les tracés, on peut le voir aussi au niveau du signet Pagiscal. Donc on voit bien ici que ici il y a une certaine accélération de la fréquence cardiaque et la décélération, on la voit bien. Donc la fréquence cardiaque elle est en train de se ralentir. On va le voir aussi au niveau de alpha ou flûteur, signé alpha ou flûteur, principalement se signer à la recherche de tout ce que de tachycardie supraventriculaire. Mais on va en profiter pour voir que cette accélération de la fréquence cardiaque ici, donc ça c'est le nuage des ventriculogrammes. Donc généralement la fréquence de base aux alentours de 1000 millisecondes, c'est-à-dire aux alentours de 60 battements par minute. Là, il y a une certaine accélération
qui est avec une pente assez, c'est pas la descente abrupte de la fréquence cardiaque, donc une accélération de la fréquence cardiaque. On va passer de 700 millisecondes presque à 500. Et là aussi, après l'arrêt de l'effort, donc on va reprendre l'activité sinusale classique aussi. Donc le cycle il va s'allonger de façon progressive. Donc la décélération. Donc l'accélération, le cycle cardiaque, il va se raccourcir de façon progressive. Et la décélération, il va s'allonger de façon progressive. Et ça, c'est typiquement la tachycardie sinusale. Et ça, on peut le voir au niveau du tracé Holter 24 heures, car on voit bien le début et la fin des tachycardies. Donc, on peut vraiment faire la part des choses en tachycardie sinusale et tachycardie atriale, par exemple. On va la voir juste après. Les tachycardies sinusales inappropriées. Donc, les dernières recommandations de tachycardie supraventriculaire définissent la tachycardie sinusale inappropriée comme une fréquence moyenne au-delà de 100 battements par minute. Généralement, au niveau du signé rapport, on va voir la moyenne et logiquement, elle doit être inférieure à 100 battements par minute. Si elle est au-delà de 100 battements par minute, elle justifie un traitement pharmacologique essentiellement. On peut le procolalam par exemple ou les bêta-bloquants. Les tachycardies atriales, donc généralement c'est un foie ectopique qui va prendre le relais ou un micro-réentrée, un mécanisme réentrant. Donc généralement sur un cœur sain ou cardiomyopathie, ça peut survenir. Donc généralement il y aura un foyer d'extrasystole qui est assez actif ou une zone qui est assez réentrante, qui est assez active, donc avec un début qui est assez brutal et une fin généralement qui est assez brutale. Donc il y a aussi le phénomène warm-up et cool-down. Donc il y a une certaine accélération progressive tout au long de la tachycardie. Après le ralentissement progressif au niveau de cette tachycardie, peut le voir bel et bien au niveau des artères du sujet. Voilà, dans cet exemple, donc on voit bien qu'il y a l'activité sinusale ici, puis il y a une activité prématurée, une extrasystole supraventriculaire avec une morphologie nettement différente de l'activité sinusale. Et il y a au début de cette tachycardie avec une certaine accélération après une certaine décélération de cette tachycardie. Donc elle est assez brutale comme début. Et la fin aussi, on peut le remarquer ici, il est aussi brutal. Et généralement, ça se termine sur un ventricule. Donc là, sur le page scan, on peut voir le début et la fin brutale. On peut la mettre en évidence, là aussi. Donc la morphologie de l'ANTP, généralement qui va initier la tachycardie, donc généralement elle est différente de l'ANTP sinusale. Donc là, par exemple, sur ce tracé, donc là c'est le P sinusal, donc l'activité P', elle est généralement différente de l'activité P sinusale, même en endocavitaire. Ça c'est l'activité atriale sinusale et ça c'est l'activité atriale supraventriculaire. Donc l'arrêt de la tachycardie généralement sur un ventricule. Donc par exemple, sur cet exemple, donc le début brutal de cette tachycardie avec une extrasystole supraventriculaire et l'arrêt brutal sur un ventricule. Là aussi, donc on voit bien que le début avec une activité atriale morphologiquement différente d'activité sinusale, donc une activité prématurée qui va persister tout au long de la tachycardie et la fin aussi elle est brutale sur un ventricule. Dans le signet alpha flûteur, on voit bien ici, donc c'est l'activité, le seul embout plutôt une accélération brutale de l'activité atriale, donc on le voit avec ce nuage en mauve, donc c'est pas le début progressif et la fin aussi, elle est aussi brutale que ça. La fibrillation auriculaire, donc il y a plusieurs failles ectopiques, on va la détailler dans une autre présentation. On va passer plutôt, on peut la chercher dans le signet alpha flûteur. On voit bien qu'il y a un nuage
où il y a de l'activité atriale anarchique avec des nuages de points. On va le valider par l'itération en bas. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'une fibrillation auriculaire avec tremulation de la ligne de base. Dans l'histogramme de fréquence, il y a saturation des histogrammes de l'hyperextabilité supraventriculaire. Et là aussi, les cycles sont très irréguliers. Et ça, c'est en faveur, juste on parle de la lecture des histogrammes en faveur de la fibrillation auriculaire. Donc, saturation des histogrammes d'hyperextabilité supraventriculaire et les cycles irréguliers au niveau du tachogramme. Ça, c'est le rythme sinusal, donc vous remarquez la différence. Merci pour votre attention.